nous n'avons pas des outils adaptés aux nécessaires transitions que nous menons. En matière de logement social, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que fait notre pays? Il décide un livret A et tous les logements sociaux qui sont construits, eh bien on va à la Caisse des dépôts et on a des prêts bonifiés. On a su inventer ça et on ne sait pas inventer des outils qui permettent aux collectivités locales de faire moins cher parce qu'il y a une nécessité pour la planète et pour l'humain. C'est un des enjeux que nous avons à faire en sorte que notre gouvernement fasse. Et sur l'autre sujet, je reviens, pardon, mais comme je vais partir, après je ne vous couperai plus. Sur le conflit dont tu parles entre ceux qui n'ont toujours pas changé de lunettes, du monde d'hier, du monde d'avant, ceux de l'énergie fossile qui restent majoritairement subventionnés par de l'argent public, et on a du mal à subventionner les énergies renouvelables. L'expérience que tu montres, nous la vivons ici sur ce territoire. Et c'est horrible en fait. Il y a un rapport de force parce que des personnes sont droguées à l'énergie fossile, excusez-moi l'expression, et ils ont du mal à se désintoxiquer. Et quand vous avez une entreprise qui dit « moi je fais du thermique et de l'énergie fossile » et qui a une autre solution à côté, et qui empêche l'autre solution qui permet d'être mieux pour la planète, mieux pour les gens, et qui est une énergie locale. Ici, mon réseau de chaleur, géothermie, 5000 logements, 10 équipements publics, géothermie, quand je vais dans l'autre quartier, l'entreprise qui est partie d'ici m'a doublé pour signer un contrat de vente de gaz, d'énergie fossile, jusqu'en 2029. Aujourd'hui, je suis en capacité de fournir pour 3500 logements, 10 équipements publics, la géothermie nécessaire, mais aujourd'hui, j'ai un contrat commercial qui m'empêche de faire, qui aujourd'hui coûte le double financièrement en mégawattheure. Le mégawattheure du gaz naturel est 2 fois plus cher que le mégawattheure de géothermie, mais il me dit, mais moi j'ai un contrat jusqu'en 2029. Et donc jusqu'en 2029, les gens vont payer plus cher, la ville va payer plus cher, parce que j'ai mes équipements publics qui sont reliés, et tous les ans, j'aurais pu économiser 6500 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère, que je vais ne pas pouvoir faire, parce qu'aujourd'hui, le droit commercial est supérieur au droit de l'environnement et au droit des usagers de payer le juste prix pour un service. Nous sommes dans ce moment-là et je me tais parce que, voilà, ça fait partie des choses qu'on partage. J'ai une question. C'est ma préoccupation par rapport à la géothermie. Quelle est la perspective en termes de durabilité, de ressources? Voilà. Alors, la géothermie qu'on utilise ici n'est pas pour produire de l'électricité. Il y a un exemple en métropole il y a des expérimentations qui se passent pas très bien du côté en Alsace notamment. Aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a sur la géothermie profonde pour chauffer les maisons, prendre sa douche, puisque ça permet à faire ça. Aujourd'hui, la nappe du Dogger, qui est surveillée par un institut français qui s'appelle le BRGM, que vous connaissez, le bureau de recherche minier, aujourd'hui, il n'y a pas d'impact sur l'utilisation de cette nappe. Entre le moment, en fait, on a 2 tuyaux. On a un tuyau où on fait monter la boue, on récupère la chaleur et on rejette. L'eau monte à 70 degrés et quand on la réinjecte dans cette grande nappe là, une grande mer en fait en sous-sol, elle redescend à peu près 30 degrés. Donc on a pris 40 degrés, 30-40 degrés de la chaleur et ça nous permet de chauffer, de faire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Le seul sujet, c'est l'érosion des tuyaux qui vont 2 km, où ce qu'on appelle, il faut les rechemiser. Et donc, il y a des opérations techniques qui permettent de les rechemiser. Mais là aussi, il nous faudrait des prêts à 30-40 ans pour amortir un peu plus. Mais ce sont des opérations qui fonctionnent, qui sont aujourd'hui maîtrisées. Certains forages de géothermie des années 80 se sont mal passés, on a maîtrisé la technologie, voilà pour la chaleur. Après, pour la production d'électricité, l'Islande
C'est la capitale mondiale de la géothermie pour la production d'électricité. Les Philippines. Les Philippines produisent leur énergie, l'électricité, en très grande partie par la puissance géothermale. Et donc, encore une fois, tous ces pays-là, l'Islande, c'est assez extraordinaire. Le réseau, ils sont quasiment en autonomie. Je crois qu'ils sont en autonomie même sur la production électrique. Merci. Alors, si j'ai bien compris sur la géothermie, le projet de M. Gérald Bougré est soutenu par M. Sapoti pour tout ce qui est géothermie, qui a été déposé au 31 mai dernier. Je dirais que là, je ne connais pas le projet, je suis un homme prudent, mais je peux dire que oui, la volonté effectivement de développer la géothermie, partout Guadeloupéen qui veut développer, oui, je soutiens ça. Bien. Nous allons Martial, vraiment, et je m'en vais, je m'excuse pour tout le monde. Il y a un sujet, hein. On ne parle pas, mais l'hydrogène vert. Aujourd'hui, en métropole, il y a des expérimentations. Je suis dans un syndicat intercommunal d'électricité le plus grand de France, où on mène une expérimentation non pas à Belfort, à Créteil, où on crée à partir des déchets de l'électricité. Et ensuite, avec l'eau, on crée de l'hydrogène. Donc, ça commence à se développer pour les réseaux de bus, pour les bennes à ordures. À côté d'ici, on a aussi un outil public et on réfléchit à ces questions-là. Mais qui dit électricité, l'hydrogène, c'est simple, hein, c'est de l'électricité et de l'eau. Si il y a bien évidemment de la production électrique géothermale de manière industrielle, vous êtes en capacité, me semble-t-il, de manière très théorique, de construire, de produire, d'avoir un projet de développement d'hydrogène vert. Tout à fait. Je dis hydrogène vert parce que il y a ce qu'on appelle l'hydrogène borin, qui est lié, qui est l'utilisation de fossiles comme on fait à Dunkerque et qui est très polluante. Et donc, vous pouvez être extrêmement vertueux et avoir une souveraineté, une autonomie en matière énergétique qui est incroyable. Et moi, je vous souhaite ça, en tout cas. C'est dans le projet de M. Gérald Bougré qui dit quatrième génération de géothermie et la production d'hydrogène vert, le carburant, on pourrait dire l'éthanol. Alors, on a eu beaucoup de passion sur les deux premiers points. Alors, nous allons entamer le troisième point qui est la vie chère et en particulier le prix des billets d'avion qui met à mal la continuité territoriale. Alors, vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, les prix des billets d'avion s'envolent. Rarement la hausse a été cette année aussi importante, à cause bien entendu de l'Ukraine, mais également aujourd'hui les conséquences de la crise de Covid qui nous quitte petit à petit, mais ces dernières soubresauts sont encore présentes. Alors, sur le prix des billets d'avion, je vais laisser la parole à Monsieur Daniel Dalin, président du CREFOM, qui nous donnera son point de vue et certainement son avis et suggestions. Merci. Oui, bonsoir. Il y a une question qu'on aurait dû poser aux deux maires de Martinique et de Guadeloupe. Je fais juste une petite digression. Concernant le nombre de kilomètres de tuyaux qui devront être réparés. La question que je me pose de mon Île-de-France, parce que je suis de la Martinique, mais de mon Île-de-France, comment ça se fait que, parce que nous, en mairie, je suis adjoint au maire à Saint-Denis, quand on parle de rénovation de tout ça, normalement, ça relève de la compétence des régies sur la réparation des tuyaux, la projection des réparations, et non pas laisser des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de tuyaux percés, et qui fait que finalement on attend après l'État pour réparer. Donc je pense qu'il y a, je crois, pour 500 millions, mais quelque chose comme ça. Je suis pas trop. C'est la question que j'aimerais. Je m'étais dit, je vais me faire un kiff, c'est de poser la question à deux élus de la Martinique et de la Guadeloupe. Non, je te réponds rapidement. Je reste que sur le Lorrain. Je t'ai parlé tout à l'heure du quartier Morne-Capot, qui est complètement avec des réseaux pourris.
on a évalué à peu près à 6 km le nombre de tuyaux qu'il faut changer pour permettre que les habitants aient de l'eau régulièrement. Je parle que du Morne Capot. Je n'ai pas additionné Marigot, je n'ai pas additionné Sainte-Marie, je n'ai pas additionné c'est un réseau qui sort du Lorrain et qui va jusqu'à Trinité. Et à partir de Trinité, il y a un autre réseau qui part vers le sud pour permettre que les habitants du sud aient de l'eau. Donc en fait, la casse de Séguineau, dont tout le monde a entendu parler, la casse de Font-Saint-Jacques, dont tout le monde a entendu parler, ce sont des conséquences de tuyaux pourris qui, pendant des années, ont infiltré de l'eau en fait, dans le sous-sol. Et à un moment donné, le sol mais la s'est réparation, liquéfié. le suivi de ça, c'est la compétence de qui? Je reviens. Alors, autant pour moi, tu as raison. Les compétences de gestion de l'eau ont été transférées des communes vers la communauté d'agglomération. Et à partir du moment où la communauté d'agglomération a la compétence, il lui appartient de gérer, de réaliser les travaux, les investissements pour permettre que l'eau coule dans les robinets. Voilà. C'est l'agglo qui est compétente. La commune a transféré sa compétence. Aussi simple que ça. Je pourrais vous dire merci pour l'eau, qu'on ne se noie pas dans l'eau, concernant le nombre de sujets qu'on a à voir. Alors, monsieur Dalin, s'il vous plaît. Alors, concernant la continuité territoriale. La continuité territoriale, je rappelle qu'en Martinique et en Guyane, plus 25% du prix du billet, en Guadeloupe, 30%, à La Réunion, 40%. Pour le rachat de Corsair, si vous vous rappelez, la région avait aidé. Alors, je ne sais pas jusqu'où ils ont aidé, si au financement également. Les deux régions. Les deux régions ont aidé et aujourd'hui, on vous dit concurrence insuffisante, qui met à mal, qui fragilise davantage la continuité territoriale. Je rappelle, la continuité territoriale, c'est ce qui permet à une même nation, quelle que soit la distance entre les départements, permettre à un coût moyen que les marchandises et les personnes puissent circuler. Et on a remarqué, on est aujourd'hui au plus haut sur ces augmentations comparativement à l'aérien mondial. On a reconnu aussi pour l'eau, il est nécessaire d'avoir à acheter l'eau en bouteille, sachant que les départements Guadeloupe, Martinique et autres, nous sommes les plus pauvres en strates concernant tout le pays de France et de Navarre. Monsieur Dam. Alors, concernant la continuité territoriale, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons fait le constat, une continuité territoriale qui est quasiment inexistante par rapport à nos compatriotes d'Île-de-France, enfin de l'Hexagone vers les départements d'outre-mer et vice-versa. La conséquence de ça, c'est quoi? Beaucoup de nos compatriotes ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine aussi régulièrement qu'il serait souhaitable avec leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe? Nos enfants perdent leur culture. Nous-mêmes, nous restons ici, nous sommes un peu frustrés. Bien souvent, nous nous endettons parce que nos familles, à l'époque, nos familles avaient 3-4 gosses, peut-être un peu moins maintenant, mais nous nous endettons pour voyager, ce qui fait que notre niveau d'enrichissement, à chaque fois, il est toujours revu à la baisse, puisque nous sommes déjà, on peut pas dire que nous sommes des gens aisés, mais l'État ne fait pas ce qu'il fait. L'État ne fait pas ce qu'il devrait faire pour permettre à nos compatriotes de partir, comme la Corse. Il faut que vous sachiez que la Corse bénéficie de la continuité territoriale. La Réunion, peut-être, on m'a dit qu'elle est un petit peu remise à mal, remise en question ces derniers temps, mais la Réunion bénéficie aussi de la continuité territoriale. Nous, peuples d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous avons les mains d'Air France, Corsair et Air Caraïbes, pour ne pas les citer. Nous avons les mains de ces gens-là en permanence dans nos poches. Ils décident quand les prix, ils les maintiennent bas. Quand en basse saison, ils les maintiennent bas exprès. Ensuite, en haute saison, les prix peuvent se multiplier par 3, par 4. Ce qui fait que l'État, la semaine dernière, j'ai rencontré le directeur de cabinet, le directeur de cabinet guadeloupéen, monsieur Mathurin, avec un projet
Parce que nous avons décidé au CREFOM de prendre ce combat de la continuité territoriale à bras-le-corps. Nous avons un projet qui, il a tiqué, il l'a écouté, mais de toute façon, il ne pourra plus rien faire. Nous avons décidé, avec quelques personnes, non pas comment dirais-je, de faire des manifestations comme on en a fait, parce qu'on en a fait longtemps, des manifestations pour le coût des billets. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Notre destin en main, c'est quoi? Nous sommes en train de travailler sur la création d'une structure qui permettront à nos compatriotes de voyager pendant les périodes chaudes à une tarification, je ne vais pas dire une tarification sociale pour ne pas abuser, mais une tarification qui sera nettement moins élevée par rapport au prix que nous propose Air France, Corsair et Air Caraïbes. Le projet, il avance. Je suis venu exprès pour le dire en public. Si vous suivez l'actualité du CREFOM, vous verrez, par souci de discrétion, je ne peux pas tout mettre sur la table comme ça, parce que nous avons le 8 et 9 décembre des décisions qui vont être prises, une levée de fonds qui est en train de se faire. Mais sachez que nous qui sommes ici dans l'Hexagone, nous travaillons pour que la continuité territoriale puisse être vraiment effective pour nos compatriotes qui sont ici en France hexagonale vers leur département d'origine. Après, le choix sera à vous. C'est vous qui aurez le choix. Nous avons aussi le projet, la contrepartie de ce projet aussi, c'est ici dans l'Hexagone, comment on fera pour aider parce qu'on n'est pas là pour se faire de l'argent. Comment on va faire pour aider nos porteurs de projets? Comment on fait pour que nos porteurs de projets puissent réaliser leurs projets? Comment on fait pour nos anciens qui veulent repartir parce qu'ils ont vécu leur carrière ici? Bien souvent, ce sont des fonctionnaires. Ils se retrouvent le logement, comment dirais-je, le logement que vous prêtez votre structure, vous retombez dans le domaine locatif privé. Vous êtes, en fait, nous sommes condamnés à mourir à petit feu ici. Et donc, du coup, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer a décidé de mener ce combat-là, avec l'aide, bien sûr, de nos députés de la Martinique que j'ai reçu, qui m'ont reçu la semaine dernière, avec lequel on a débattu là-dessus. Pardonne-moi légèrement. Concernant le projet de continuité territoriale qui permet à chaque personne dans ce cadre-là pour pouvoir voyager à un coût, je pourrais dire, normal. Alors, je disais également ce qui a été sur les réseaux sociaux. Les différents députés de la Guadeloupe et ainsi la CTM ont signé un communiqué de presse avec Olivier Servat, Max Mathiazin et Lee Califère également, et avec Madame Jasmin, députée. Ils ont repris, pour ainsi dire, mot à mot, en disant que la continuité territoriale est mise à mal de par une concurrence aérienne qui est quasiment inexistante sur l'outre-mer. Et ils demandent par cela de plafonner de 6 mois et à 500 € l'ensemble des traversées outre-Atlantique. Alors, à partir de là, déjà 6 mois, pourquoi 6 mois? Je ne sais pas sur quoi ils se basent. Je n'ai pas eu le temps d'échanger avec eux à ce sujet mercredi dernier, mais je me dis que c'est quelque chose de longue haleine qui devrait être mis en place. Parce que pour y aller à New York, nous avons à peu près 30% plus cher et c'est à peu près les mêmes distances. C'est la vraie question de la continuité territoriale qu'on expose comme ça, mais qui n'est pas en réalité une loi. Je voudrais non, mais ça mange pas de pain de faire une lettre pour envoyer, pour dénoncer le prix des billets d'avion. Moi, j'aurais fait exactement la même chose. Mais la question qu'on pourrait se poser, quelles sont les actions concrètes que ces chefs de collectivités ou de régions peuvent faire de manière concrète, hein, au-delà du courrier,
pour que l'État puisse enfin prendre conscience qu'il faut réellement une continuité territoriale effective. Moi, ça fait exactement une 50aine d'années que je vis en France, en allant 3 fois par an en Martinique et en Guadeloupe. On s'est battu il y a très très longtemps pour que les compagnies aériennes, notamment Air France, puissent nous faire voyager dans des avions en bon état. Je ne sais pas si les anciens se rappellent, quand vous montiez dans un avion d'Air France, vous ouvriez la trappe, bien souvent la trappe venait avec, bien souvent il y avait de l'huile qui sortait, et nous avons réussi, il y a dans les années 85, nous avons réussi à ce que la DGA oblige Air France à nous faire voyager dans des conditions acceptables. Il faut que vous sachiez aussi, par exemple, un avion qui fait du Paris-New York, il est changé tous les 7 ans. Un avion qui faisait du Paris-Fort-de-France ou de Paris-Pointe-à-Pitre, le plus ancien, il avait 20 ans. Et nous avions réussi toujours grâce à des personnes qui nous donnaient le nombre de pannes. Rappelez-vous le nombre de pannes qu'il y avait pour que les avions puissent arriver convenablement en Martinique, en Guadeloupe. Nous avons réussi à ce que la DGAC impose à ces compagnies aériennes de nous transporter convenablement. Après, rappelez-vous encore, ça n'a pas duré longtemps, le délégué interministériel sous le gouvernement Sarkozy, il a réuni, alors il l'a fait en président d'association, il a réuni Air France, Corsair, Air Caraïbes et Air Austral en leur disant que si vous ne baissez pas vos prix, en tout cas si vous ne régulez pas vos prix, le gouvernement risque de légiférer sur des obligations de service public fermées. Et je me rappelle très bien, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 an. Il y a eu des billets de janvier à mars pour des périodes d'août, de juin, juillet, août, qui étaient mises en vente de janvier à mars et à des prix qui étaient, je crois, 600 € à l'époque. Ça n'a pas duré longtemps, on a changé de délégué interministériel et le business a repris avec leurs mains toujours dans notre poche. Nous, on va pas rentrer dans des tripes avec eux. Nous, on a décidé de mener à bien notre combat. Notre combat, c'est la création d'une structure qui nous permettra qui nous permettra de voyager à un tarif nettement moins élevé que ceux que pratiquent Corsair, Air France et Air Caraïbes. Bien. Alors, j'entends bien, d'une manière générale, pour les Antilles. Bon, on aurait pu être pire. Bon, ça ne me convient pas. C'est-à-dire, on doit pouvoir voyager dans des avions potables. Mais je fais fi de l'état des avions qui devrait être normal, mais au prix exorbitant. Alors, c'est sous ce point-là que je préfère toujours souligner et porter mon attention. Également, au public, si vous avez des questions relatives au sujet que nous avons déjà traité, avant de passer au dernier sujet concernant, je dis entre parenthèses, l'évolution institutive, mais institutionnelle, mais surtout sur un point que j'ai pu échanger notamment mercredi dernier avec le président du conseil départemental de la Guadeloupe, c'est-à-dire le retour des forces vives. Quand j'ai cité les différentes villes de Guadeloupe, bon, j'ai constaté que le Lamentin faisait exception, qu'il y avait une progression de 25%. Le Lamentin. Non, Lamentin. Ah ben, décidément, on va me nationaliser martiniquais. Alors, Lamentin faisait exception avec 25% d'augmentation de la population, mais en Guadeloupe, d'une manière générale, c'est le vieillissement. C'est à peu près 0,8% par an de diminution de la démographie. Alors, à partir de là, au niveau départemental, il va y avoir également un projet qui est sur la table du président de la République, présenté par le département et initié, me dit-on, par Emmanuel Macron lui-même, par le besoin de retour des jeunes. Et dans ce projet, ce qui
interpellé, c'est dans certaines filières d'apprentissage. Alors, je ne sais pas quelles sont les filières. Bien entendu, on ne peut pas dévoiler le projet tant qu'il n'est pas signé. Alors, on a 3 projets, en quelque sorte, sur la table du président. L'eau, celui de l'énergie au 31 mai et celui du retour des forces vives. C'est pour cette raison que j'ai choisi ces 3 thèmes qui est tout à fait d'actualité et qui est d'un besoin, je pourrais dire, pressant pour nos départements d'outre-mer. Est-ce que dans le public, vous avez des questions? Parce que vous n'avez pas participé. Je voudrais juste prendre dire quelque chose. Nous avons la DOM, vous connaissez tous la DOM. La DOM a changé de directeur. Maintenant, c'est le président de la DOM, c'est Maël Diza. Maël Diza qui est ancien délégué interministériel. Avec la compétence qu'on peut lui reconnaître, moi personnellement, je lui ai dit ce que je pensais de son action. La DOM, nous sommes intervenus auprès de la DOM pour leur dire, vous permettez aux jeunes de partir, mais il faut aussi permettre aux jeunes, vous leur permettez de revenir, mais il faut aussi les assister dans leur installation. Parce qu'un jeune qui revient dans son département d'origine et qu'il n'est pas aidé, et bien souvent les présidents de région, les présidents de collectivités ne jouent pas le jeu d'installer ces jeunes. Voyez, les jeunes, il va pas revenir, puisque pourquoi voulez-vous qu'un mec vienne à Paris faire 5-6 ans d'études pour revenir pour toucher moins dans son pays d'origine? Eh ben non, ils restent ici. Et nous, ce qu'on leur demande, et pour ça on insiste dessus, permettez, vous parlez de retour des forces vives, mais donnez aux forces vives les possibilités de s'installer. Et s'ils ne s'installent pas, ils viendront pas. C'est pas plus compliqué. Et il suffit pas de dire de belles phrases, il faut permettre aux jeunes de revenir, il faut donner aux jeunes la possibilité de s'installer. Ça, c'est la priorité numéro 1. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Hugues? Monsieur Hugues? Le micro. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Ça fonctionne, oui. Parfait. Oui, effectivement, je pense qu'on a entendu justement la démarche en termes de la gestion de l'eau. Déjà, c'est vrai, effectivement, c'est une démarche qui me semble universelle. L'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer, comme qui a été dit. Bon, je pense que si vous voulez, dans la méthodologie, de la responsabilité, de la faisabilité, je crois quelque part, on n'a pas su extirper les forces vives de telle sorte à créer une synergie commune. Parce que c'est vrai, effectivement, c'est une question qui pose problème, parce que c'est vrai, de commission en commission, on arrive à perdre vraiment l'essentiel des sujets. Et jusqu'à présent, je vois que le problème persiste, et je crois savoir que depuis 25 ans, on parle justement de ce problème. De ce problème, justement, de la raréfaction, de l'utilisation, justement, et puis le coût aussi. Effectivement, il y a un coût. Mais à ce jour, le problème reste entier. In fine, ça reste entier, et puis personne n'a... Tout le monde bon, à part justement monsieur le maire de la Guadeloupe, effectivement, qui m'a, à ce sujet, apporté une réflexion qui me semble justement intéressante. Non pas externalisé, parce qu'on a souvent externalisé justement cette fonction de l'eau. La gestion de l'eau était externalisée parce qu'on pensait que justement ça allait coûter beaucoup moins cher. Et on se rend compte par la suite que finalement l'externalisation coûte beaucoup plus cher justement que la réalisation justement. Et puis par rapport justement par rapport à la satisfaction publique, c'est vrai, c'est pas de bise parce que beaucoup de gens justement ils s'appuient sur quel sein s'appuyer pour pouvoir bénéficier justement de quelque chose qui est naturel. C'est vrai, effectivement, l'eau est quelque chose justement peut-être gratuit. C'est vrai, le traitement de l'eau et la distribution de l'eau, c'est effectivement quelque chose de payant. Ça, on le comprend. Est-ce qu'il y a une question particulière? La question, justement, à ce jour, est-ce que la collectivité Guadeloupe ou Martinique a-t-elle pris, justement, s'est-elle réunie pour définir, justement, des
une problématique commune, de telle sorte justement que les choses puissent avancer. Voilà. On va prendre 3 questions avant de passer aux réponses. Bonsoir, messieurs. Alors, moi, je suis un petit Guadeloupéen. Et puis, j'habite dans la frontière du Lamentin. Boucan, Sainte-Rose. Mon robinet, quand je l'ouvre, c'est de l'eau rouillée. Alors, l'expérience que vous avez eue au Lamentin, alors, un truc, j'ai constaté que vous êtes président des maires. Monsieur aussi. Mais vous avez parlé que de votre commune. Jamais vous avez parlé de la Guadeloupe ou de la Martinique. Vous parlez de la Guadeloupe. Vous avez parlé de votre commune. Et le Lamentin, c'est une toute petite commune de Lamentin. Je connais. Je suis du Lamentin aussi. Alors, l'expérience que vous avez eue au Lamentin, pourquoi c'est pas la Guadeloupe? Il n'est pas si grand. Pourquoi on n'y arrive pas? Ça, c'est la question. Alors, la question, c'est pourquoi ils sont en train de monter un syndicat, mais ils ne mettent pas les usagers, les associations d'usagers? C'est pour continuer les profits. Comment ça se fait que vous montez un truc encore et vous ne mettez pas les associations d'usagers? C'est nous qui nous servons de l'eau. Ça, c'est du profit. Encore une fois. Et deuxième question. Alors, pourquoi, je voulais savoir pourquoi on n'a pas mis les associations d'usagers. Deuxième question que je voulais poser concernant l'évolution des instituts. Retour des forces vives. Voilà. Non. Voilà. Alors, monsieur de la Martinique, il y a une seule assemblée, il trouve qu'il y a trop de pouvoir d'un seul homme. Chez nous, on en a 2. Mais chez nous, le problème, c'est qu'on en a 2, on ne trouve pas les responsables. Chaque fois qu'on doit chercher un responsable, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Alors moi, dans cette histoire, c'est lequel qui est le bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Une troisième question. Bonsoir. J'en ai 2 questions. La première, c'est adressée à M. Pamphile. Je suis martiniquais. La question, c'est par rapport... est-ce que vous avez entendu déjà parler de l'histoire de la géothermie aux Anses d'Arlet? Je suis arlésien. Et parce qu'il y a eu une consultation l'année dernière avec la population est un peu sceptique. C'est un projet, c'était pour savoir quelle avancée depuis. Et deuxième question concernant l'institution, parce que vous dites que on ne peut pas laisser le pouvoir à un seul homme. Je parle de la collectivité, Martinique. Alors, on peut regarder l'Île-de-France. L'Île-de-France, ça fait combien de millions d'habitants? 12 millions, il me semble. 12 millions. Il y a la région Île-de-France. La Martinique, c'est quoi? 300 000 habitants? Un petit peu plus ou un petit peu moins? Ah ben, je pense qu'une collectivité peut fonctionner. Par contre, il faut travailler intelligemment. Avec tous les élus doivent travailler ensemble. Si on veut bâtir un projet pour la Martinique ou la Guadeloupe, en tout cas, les élus doivent être ensemble. Il faut arrêter de tirer dans les pattes. Il faut arrêter de regarder la couleur politique. Nous sommes des îles. On a beaucoup de difficultés par rapport à ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. La NUPES a créé son groupe avec différents composants. Pourquoi des petites îles, il y a beaucoup de petits cancans pour rien. Et nous devons être unis pour bâtir des projets. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant les réponses? Une autre personne? Oui, alors, ma question est à Monsieur le Président de l'Association des maires de Martinique, mais par ricochet, elle s'adresse aussi au Président de l'Association des maires de Guadeloupe. En Martinique, il y a 4 points de captage. Nous avons le Lorrain, qui peut irriguer toute la Martinique. Nous avons le Galion, la rivière Blanche et la Lézarde.
Je pense que le nombre de captages est suffisant. Sauf que ce qui intéresse l'usager, c'est qu'il nous bannit de l'eau. La Martinique est une île tropicale, baignée d'eau, mais en période de carême, en période de sécheresse, elle peut manquer d'eau. Sauf que le problème, c'est le problème des canalisations. C'est le problème des canalisations faites en fonte cassante et éventuellement composées d'amiante. Éventuellement composées d'amiante, mais ça, je garde une réserve là-dessus. Le problème qu'il y a, c'est ça. Panier de l'eau. Est-ce que il y a eu la loi Grenelle 1, Grenelle 2, qui est la loi sur l'environnement? L'État a défini les moyens, mais l'État n'a pas défini ni les moyens financiers. Il a défini les orientations, mais pas les moyens financiers, ni les moyens matériels. Ne faudrait-il pas un Grenelle? Ne faut-il pas un Grenelle sur l'eau dans les dômes? C'est l'habitude de l'État de donner délégation de pouvoir, mais pas les dotations qui vont avec. Qui va payer, comme disaient les deux présidents d'association des maires Guadeloupe-Martinique. S'il n'y a pas d'autres questions spécifiques, je vais laisser la réponse. Je vais essayer de répondre vite parce que c'est intéressant que le débat... Oui, sinon après, pour ne pas être dans un monologue, quelques éléments de réponse, rapidement. Oui, c'est vrai, nous sommes présidents des associations des maires de Martinique et de Guadeloupe. Nous sommes présidents d'une association. Nous ne sommes pas présidents des maires. Donc je n'ai pas d'autorité sur aucun maire de Martinique. Nous avons un travail de coordination, de concertation, d'accompagnement, d'animation, d'un réseau à la fois de maires, mais également d'adjoints. À Martinique, c'est 1000 élus à peu près globalement. Je pense qu'en Guadeloupe, c'est à peu près la même chose. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment dans une animation de territoire et de sa démocratie, de sa représentation démocratique. Ça, c'est une première chose. J'ai parlé du Lorrain simplement parce que j'ai appuyé mon explication sur le fait qu'il y avait 2 usines d'eau potable au Lorrain. Il y avait l'usine de Vivet et puis l'usine de La Grange. Et l'usine de Vivet, j'ai appuyé dessus parce que c'est l'usine qui donne de l'eau quasiment à toute la Martinique. Et donc, je pense que quand on a une usine comme ça sur son territoire, normalement, on devrait pouvoir en tirer quelques maigres bénéfices, ce qui n'est pas le cas. À Bellefontaine, l'usine de production d'électricité de Bellefontaine, parce que l'usine est basée à Bellefontaine, permet à la mairie de Bellefontaine, tous les ans, d'avoir à peu près 1 million d'euros de revenus et de recettes pour son budget communal. Au Lorrain, vous avez une usine qui donne de l'eau à 130 000 foyers martiniquais, ça me rapporte 0 euros. Et on part du principe que si comme l'eau est un bien, on va dire l'eau c'est la vie, c'est un bien public, et donc 0 euros, même pas sur la partie foncière où j'aurais pu réclamer quelque chose. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour vous dire que parfois, il y a des équipements qui sont installés sur des territoires et qui auraient pu profiter au territoire et son développement. Eh bien, la mairie de Bellefontaine, chaque année, pas plus tard qu'il y a 1 semaine ou 2, fait l'objet de ce qu'on appelle une sorte d'écrêtement, parce que la ville, au regard des recettes qu'elle perçoit sur la production d'électricité, eh bien, il y a une sorte de coup de rabot qu'on lui donne par rapport au montant qu'elle perçoit, qui est un montant relativement élevé. Je parle du Lorrain parce que c'est ce que je connais le mieux. Je suis le maire du Lorrain. Je parle pas... je n'ai pas cité d'autres communes, mais il y a des éléments d'appréciation que j'aurais pu donner. Je vais les donner par rapport à l'intervention du dernier monsieur tout à l'heure concernant le captage d'eau et puis les questions de points de captage. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que comparons ce qui est comparable quand on parle de région et quand on parle de CTM. Une région a une organisation, j'ai été conseiller régional, une région a une organisation administrative, Jocelyn a été premier vice-président, avec une organisation qui est particulière. Vous avez une commission permanente et qui permet une représentation démocratique des majorités et des minorités. Ce qui n'est pas le cas à l'intérieur de la CTM. La CTM
à un président de conseil exécutif une majorité, mais la minorité ne participe pas, en dehors du fait d'être dans l'Assemblée, à la construction de la décision. La construction de la décision relève du pouvoir du président du conseil exécutif. En région, la commission permanente analyse tous les sujets qui sont hors de la compétence du président du conseil exécutif. De mémoire, il me semble, quand ça dépasse 800 000 euros, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais pas si tous les montants, mais il y a un montant plafond quand la décision est supérieure à ce montant, mais ça arrive en commission permanente. Et la commission permanente décide avec la représentation démocratique des majorités et des minorités. Ça, c'est une première chose. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, en général, moi, je n'ai pas de problème avec les institutions. C'est ce que Jocelyn dit. Moi, j'ai des problèmes avec les hommes. C'est pas l'institution, elle est ce qu'elle est. Mais quand vous confiez l'institution avec des gens ou à des personnes, et quand je dis ça, je ne cible personne. Je dis simplement ce qui peut être une réalité. Ce qui est vrai pour la CTM peut l'être pour une mairie, peut l'être pour une agglomération, etc., etc. Si celui à qui vous confiez le pouvoir n'a pas cette capacité d'accepter le débat démocratique, ou la différence, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des minorités ou des majorités, ben vous exposez à gérer dans des conditions complexes et difficiles. Je n'ai pas de problème sur le fait que la CTM aujourd'hui a une forme d'organisation qui est particulière, et c'est celle de la Martinique, pas celle de la Guadeloupe, pas celle de Guyane. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ça fait quoi? La première expérience que nous avons eue de la CTM date de 2015 à 2021. Avant peut-être d'aller vers une évolution institutionnelle, allons faire une évaluation de ce qui fonctionne ou dysfonctionne. Je finis. Dysfonctionne dans cette CTM qu'on vient de mettre en place. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Où le bas a blessé? Les décisions ou les choses qui viennent au-devant d'elles. Celui qui a tous les pouvoirs concentrés dans ses mains, c'est le président du conseil exécutif avec les conseillers exécutifs. C'est comme ça, c'est pas différent. Il n'y a pas de discussion, c'est la réalité, c'est ça. 1, 2, et finir. Concernant il y a plusieurs points de captage en Martinique. J'ai parlé de l'usine de la Grange, j'ai parlé de l'usine de Vivet, alors je confirme effectivement qu'il y a la Lézarde. Et puis vous avez des forages qui existent en Martinique et qui ne sont mobilisés que quand il y a véritablement une problématique de distribution pendant le carême. Il n'y a pas de problème de ressources d'eau en Martinique, ni de l'eau. Il n'y a pas de problème d'eau, ni de l'eau. Mais le problème qu'il y a, vous avez des fermiers qui refusent d'acheter l'eau du conseil de la CTM. Ils refusent d'acheter l'eau de la CTM pour le seul principe, sur le seul fait que l'eau serait plus chère pour eux, dans l'esprit de faire des bénéfices. De ne pas qu'acheter de l'eau là. Pourquoi? Parce que cette eau est légèrement plus chère, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la dépollution de l'eau, chlordécone. Donc il y a un effet, je dirais, de montant beaucoup plus élevé qui fait qu'il n'y a pas qu'à acheter de l'eau là. Et c'est le même fermier qui est en situation de monopole. C'est le même. Pour finir, les moyens financiers. Il y a de l'argent, hein. Il y a de l'argent, hein. Maka dit ça comme ça. Hein. Non, Maka dit ni l'argent. Par contre, il faudra ça utiliser. Jocelyn Decadien, l'expérience que Jocelyn a montré, démontré, il faudra ça utiliser. Vous avez des fonds européens. Vous avez l'Office de l'eau en Martinique, donc je pense qu'il y a le même Office de l'eau en Guadeloupe. Vous avez des fonds qui relèvent des fonds d'État. L'ONEMA souvent apporte des financements pour permettre que l'on finance la production, les investissements. Maintenant, mon capot, pas vivre en lait, parce que m'a finir ça. Mon capot, 5 km de tuyaux. Les bouglas, tu vois pourri. Tu vois, de l'eau pas qu'à passer. Les bouglas qui viennent à un bord rentable, qui discuté, puis moi, puis qui dit moi, que pour réaliser 1 km 3 de tuyaux, c'est 100 000 euros en aérien. C'est 100 000 euros en aérien. En enterré, c'est 400 000 euros. Mais,
400 000 euros auxquels il faudra ajouter le défraiement, l'indemnisation des familles sur lesquelles passent les tuyaux. Moun pas accepter, moun pas passer tuyaux les terrains comme ça, et on va créer une servitude de passage de tuyaux d'eau gratuitement. Bali, regardez, camarade Hans Darlé en bas. Oula, l'affaire Bali, vous entendez parler de ça? Bali, la CTM votait en indemnisation de 225 000 euros. Ça fait quand, mais c'est pas faute. Quand, c'est la démocratie, hein. Quand, c'est la démocratie. Là, nous, pas babiller. Là, nous, parler. Et nous, échanger parce que nous pas d'accord. Pour moi, c'est la démocratie qui l'a. C'est pas un cancan. Après, c'est qui émotion qu'on met dedans? C'est fâché, c'est content, c'est une émotion apaisée. Et m'a fini. La démocratie, c'est le dialogue. La démocratie, c'est la manière de s'exprimer, mais qui peut être vigoureuse ou bien qui peut être un peu amoureuse. C'est la démocratie. Ni moun qui passe à faire ça, qui passe à débattre, qui peut insulter ou qui peut dire bêtises. Et on peut penser que le dit bêtises dans les réseaux sociaux, par exemple, ou bien que le dit bêtises dans le micro, que on peut faire la démocratie. Ça pas la démocratie. Moi, je peux faire comme on a venu en face moi et puis parler, moi pour comprendre le système, pour comprendre la bagaille. Parce que des fois, on n'a pas compris rien, parle de rien. Et il a parlé, puis il a dit, je suis un démocrate. Un démocrate, c'est un monde qui a informé qui a apprendre qui a cherché à savoir exactement qui ça qui a passé, et à partir du moment où il y a les éléments d'appréciation et qui a constitué les éléments de la discussion, ça c'est un démocrate, et là nous allons parler ensemble en tête à tête. Mais ni monde qui a passé ton yo, raconter pas inutile. Et ça fait ça, des ordinateurs sérieux, ou bien par le sérieux. Mais on va parler. Hans Darlé. Oui, il y a de la géothermie aux Hans Darlé, mais avec qui parler de ça plus longtemps? Parce que je ne maîtrise pas, tu vois, moi, je ne maîtrise le sujet. Par contre, moi, ça venir mon gars aller bien à l'anti-bassin, qui l'ont allongé côte là, et puis effectivement, il y a une sorte de petit baignoire, par contre, il y a créé baignoire là. Donc, le point de projet de la baignoire, c'est le point qui va permettre aux Hans Darlé, si ça fonctionne, d'avoir un vrai développement en matière de géothermie. Et je finis. Oui, il faut faire des forages. Il faut réparer les canalisations. Ni l'argent, l'ONEMA, le WOP. Maintenant, c'est... Je vais finir ça. Hein. C'est qui moun nous a metté à la tête les collectivités noires. Mon fils. Alors, il y a une autre question. Excusez-moi. Bon, moi je vais me présenter. J'ai un petit peu la voix cassée. Je suis guadeloupéen. Mon nom c'est Bougré Jean. Je suis le petit frère de celui qui porte le projet géothermie en Guadeloupe. Donc, aujourd'hui, on a en face de nous le président de l'association des maires, M. Sapoti. M. Rio a fait une démonstration très belle, prouvant que la géothermie, effectivement, c'est l'énergie qu'il faut prendre, c'est celle-là, et le monde entier court après. On a la chance aujourd'hui d'avoir chez nous, que Dieu nous a donné cette richesse qui représente un peu le pétrole des autres pays, comme le Qatar, dont il y a un monsieur qui a dit dans une émission, dans un Zoom, que si les Guadeloupéens savaient, ils sont côté de l'hydrogène des Qataris en puissance. Il a discuté avec mon frère, et pas mal de gens ont discuté avec mon frère. Aujourd'hui, je suis le représentant des sans-voix, ceux les plus pauvres, ceux qui estiment et qui savent qu'ils ont envie de changement. Eux tous, aujourd'hui, moi, ils ne cessent pas de m'appeler pour me demander, parce que je leur ai dit que je suis en face du président des maires, M. Sapoti. Ils demandent, est-ce que M. Sapoti, excusez-moi, mettrait son poids dans la balance pour porter le projet de Gérald Bougré, qui est celui de la géothermie, pour justement éradiquer la misère en Guadeloupe. C'est-à-dire que tous les maux de la Guadeloupe, on sait, le projet il est là dedans, on peut éradiquer tout, l'eau, le chômage, tout ce qu'il y a en Guadeloupe de maux qui frappent la Guadeloupe, et pas la Guadeloupe seulement, même la Martinique à côté, parce qu'il a travaillé aussi en Martinique. On peut l'éradiquer avec les retours sur l'investissement qu'il va avoir par rapport à la géothermie. La question est, est-ce que M. Sapoti mettra son poids de la balance pour que le projet de M. Bougré, qui est là, soit accepté par les personnes de droit. M. Sapoti. Merci. J'ai reçu, M. Bougré, j'ai reçu votre frère.
Et je suis un homme très pragmatique. Je connais mes limites et je connais ma vision. Je vous ai donné ma vision sur la géothermie. Et par contre, sur le projet de M. Bougré, je soutiens, je dis bien, son orientation sur la géothermie. Je ne connais pas son projet et je n'ai pas la technicité qu'il faut et l'expertise qu'il faut pour juger de la qualité scientifique et technique de son projet. Permettez-moi d'être limité à ce que je sais faire. Je sais faire de la politique. Je sais faire de la gestion d'entreprise, du management. Je ne suis pas technicien dans ce domaine-là. Je ne peux pas aller plus loin, sauf que je dis que je soutiens cette volonté qu'il a de le faire. Et je l'accompagne. Et je l'accompagnerai pour pouvoir effectivement avancer sur ce projet-là, parce que moi, je crois en la géothermie. Je crois en la géothermie. Sincèrement, j'y crois pour la Guadeloupe. Mais je ne pouvais pas rentrer dans le détail d'un projet. Je ne sais pas faire ça. Vous comprenez, chacun a ses limites. Non, mais je sais. Non, mais techniquement, il a dit aussi que oui, théoriquement, oui, il a raison. On peut faire, oui, je suis d'accord avec ça. Et ça aussi, je soutiens. D'accord? Donc, vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien sur le plan politique. Voilà. Maintenant, le projet technique, je ne peux pas dire, voilà, que ce projet va éradiquer le chômage en Guadeloupe. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Mais je peux dire qu'il faut prendre une orientation pour la géothermie en Guadeloupe et je soutiens ça. Merci. Et je vais même plus loin. Je dis que stratégiquement, ceux qui dirigent la Guadeloupe aujourd'hui font l'erreur de ne pas investir dans la géothermie. Ils font l'erreur de ne pas mobiliser les fonds guadeloupéens et des capitaux guadeloupéens, publics ou privés, pour investir dans la géothermie. Et c'est une erreur stratégique majeure. Et ça, je fais de la politique quand je dis ça. Que ce soit le projet de M. Bougré ou le projet de M. X ou de Y, ou je ne sais pas. Mais stratégiquement parlant, c'est une erreur que de ne pas investir dans la géothermie en Guadeloupe et que l'argent des Guadeloupéens, argent privé ou public, n'aille pas vers la géothermie. Ça, c'est une erreur. Merci. Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Non, mais ça, je le dis et je l'assume. Merci, monsieur Jocelyn Sapoti. Alors, nous arrivons à notre terme. Non, mais je n'ai pas répondu sur l'autre chose. Attention. Il y a des questions qui ont été posées là. Je ne vais pas partir ici sans ne pas vous dire ce que je pense, moi, de ce qu'on appelle l'évolution institutionnelle, que je n'aime pas d'ailleurs comme mot. Vous avez, je dis bien, un président de région et un président de département avec des compétences particulières et en fonction, bien sûr, de la collectivité qu'ils dirigent. Vous avez des maires aussi qui ont ce nombre de pouvoir. D'ailleurs, j'ai fait une proposition à votre frère. Et je lui ai dit que chez moi, j'ai Ravinchot, j'attends qu'il me propose un projet pour Ravinchot. Il vous a dit ça. Et là, moi, je suis compétent. Et s'il vient et me propose un projet pour Ravinchot, je mettrai des gens compétents autour de lui, pas moi. J'irai chercher des techniciens qui sont compétents, je mettrai autour de lui. Si le projet est viable, je mets l'argent de la matin là-dedans. Et ça, c'est moi. Non, mais je ne mets pas en doute sa technicité. Mais moi, quand je fais quelque chose, je mets toujours mes experts à côté des experts des autres. Parce que si je n'avais pas fait ça avec la générale des autres, je débrouillonnais moi. Non, mais je vous dis les choses telles quelles. Merci. Telles quelles. Merci. Bon, non, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Non, sur la question de l'évolution institutionnelle, je n'aime pas ce terme-là. Moi, je suis pour l'évolution des normes et des compétences. Les institutions, je dis, c'est des couillonnades. Et ce qu'il dit là, c'est la vérité. Pourquoi aujourd'hui la Martinique demande une évolution? C'est parce que les choses n'ont rien changé. Vous pensez que vous additionnez les pouvoirs aujourd'hui du Conseil général de la Guadeloupe, plus du Conseil régional de la Guadeloupe. Ils ont moins de pouvoir que le président de la CTM, il a le même pouvoir là. Il y a réuni tous ces pouvoirs-là, pour tout seul, les autres là ont additionné, mais il y a une plus de compétence que l'autre. Ça fait toujours les mêmes choses, les mêmes. Et vous allez en Guyane, c'est la même chose. Parce qu'en fait,
Ce n'est pas l'institution qui compte, c'est quelles compétences que tu as, avec quelles normes que tu as, quels moyens que tu as pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ça qui compte. Le reste, c'est du verbiage. Le reste, c'est du verbiage. Il y a des compétences qui... Laquelle? Donnez-moi une que la Guadeloupe n'a pas. Non, mais j'ai dit, ils ont des compétences, c'est à eux de faire les choses. Non, mais donnez-moi une que la Guadeloupe n'a pas. On n'a pas les... Non, mais c'est des institutions différentes, organisées différentes. Donnez-moi une que la Guadeloupe n'a pas. La volonté. Ah oui? Les hommes. Non, ce n'est pas que la volonté des hommes. C'est la volonté des hommes. Ça, c'est important, hein, parce qu'il faut vouloir faire. Je l'ai dit pour la géothermie, c'est la volonté des hommes. Excusez-moi. La géothermie en Guadeloupe, c'est la volonté des hommes. Excusez-moi, je vais aller sur ce sujet. C'est un sujet assez brûlant. Quand même, je pense que les DOM doivent s'évoluer. On ne peut pas rester tout le temps dans le sphère de la France. Parce que les décisions qui se prennent ici ne doivent pas être pareilles qu'à Paris. Mais ça sont les normes. Non. Oui, mais d'accord. Okay. Ce sont les normes. C'est pas avoir deux ou une institution qui représente le territoire qui change. Ce sont les normes. Non. Ce sont les normes. Ce sont les compétences que vous avez. Et j'ai entendu tout à l'heure M. Gamier dire, on ne fait pas d'évolution si on ne donne pas les dotations. Non, M. Gamier. Non. Ce n'est pas les dotations qu'il vous faut. Si on m'a donné une compétence, et si on va avoir l'argent là, on n'a pas une bonne compétence pour moi. J'ai fait allusion au transfert de compétences dans la décentralisation. Oui. C'était pas la même chose. Mais la décentralisation avec des dotations, ce n'est pas de la décentralisation. Et c'est ce qui nous arrive là maintenant. Ce qui nous arrive là maintenant et qu'on dit que la décentralisation recule, c'est parce qu'aujourd'hui, on vous met des appels à projets avec des dotations. Mais quand on vous donne des appels à projets avec des dotations, mais celui qui paye décide et celui qui décide paye. C'est pas plus compliqué que ça, même à Kazan. Ou quoi dites-vous, c'est moi qui a payé, c'est moi qui a décidé. C'est comme ça. L'État, d'accord. L'État paye, l'État décide. L'État, c'est qui? L'État? C'est qui l'État? C'est le gouvernement central. Quand le gouvernement central paye, il décide. L'État, c'est le peuple. C'est le peuple qui paye ses impôts. Je suis désolé. Mais non, Ah non, l'État, c'est pas le peuple. non, là, alors là, Non, mais franchement. Non, non, l'État, c'est pas le peuple. Qui paye les... Mais qui... Attends, s'il n'y a pas de... La nation, c'est le peuple. D'accord. S'il n'y La a pas de nation, c'est le contribution... peuple. L'État, c'est une institution. S'il n'y a pas... D'accord, ok. S'il n'y a pas de contribution, il n'y a pas d'argent. Hein? Ils ont peut-être le pouvoir, mais si le peuple décide de ne pas payer les impôts, on va... Comment ils vont faire? Peu importe. C'est toujours l'impôt. C'est toujours l'impôt du peuple. Mais l'État qui représente le pouvoir central, c'est l'État. Les collectivités, c'est une organisation à l'intérieur de la nation. Les collectivités, ce sont des pouvoirs. Et vous avez effectivement les pouvoirs déconcentrés qui sont les collectivités et le pouvoir central qui est l'État. Mais quand le pouvoir central vous donne des dotations, c'est que le pouvoir central paye ce que vous allez dépenser. Comment voulez-vous dire que je suis libre avec l'argent de l'autre? Non, je dis les choses très clairement. Comment voulez-vous dire je suis libre avec l'argent de l'autre? Moi, quand si mon homme je vais être libre, je travaille, pour payer ça, acheter ça en besoin avec l'argent, ou que libre moment là ça. Excusez-moi. Bien. Combien d'impôts que prélèvent les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais pour la France? Non, attends. Non, on s'en confond. Parce que là, non. Tu te trompes de débat. Non, Vous trompez de débat. Je redonne la parole à Jocelyn tout de suite. Non, garde le micro. Non, c'est intéressant. C'est important ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, et je pense que tu l'as compris, mais c'est l'angle de l'expression. L'État a une organisation. C'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre avec son gouvernement. Tu vas voir où je veux arriver. Quand on dit l'État, dans son organisation, va décliner un certain nombre de choses. Va décliner la question de l'énergie, va décliner la question de l'aide aux personnes qui sont en difficulté sociale, va décliner, etc., etc. Nous, au niveau local, ce que Jocelyn est en train de te dire, c'est qu'à partir du moment où l'État fait un appel à projet et dit, voilà, je fais un appel à projet pour que vous puissiez réaliser des plateaux sportifs, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Compte tenu du fait que dans notre projet politique, on a décidé de faire des plateaux sportifs, on va répondre à l'appel à projet de l'État, avec les moyens de l'État. Mais ce que Jocelyn est en train de te dire, mais en réalité c'est ça, mais tu l'as un peu dit,
c'est que si on veut être autonome, nous les être grands la caille, nous pas là rien qu'à nous gaz, nous les décider, nous la qu'à définir les normes et que là nous définir les normes, si ça n'y a un coût, eh bien que nous qu'à assumer quoi, eh bien par rapport aux compétences, la question de la fiscalité, du pouvoir financier, mais fourni. Exactement. C'est la question de la fiscalité. Oui. C'est ça. Quand tu définis un pouvoir normatif chez toi, une compétence chez toi, tu dois avoir les moyens. Et les seuls moyens qui définissent réellement une autonomie, une réelle autonomie, c'est quand vous avez la fiscalité qui va avec. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas une réforme de la fiscalité qui garantit votre économie, c'est-à-dire une fiscalité dynamique, celle qui vous permet de dire, voilà, on veut faire la rila ça comme ça, et à moi les moyens, avec moyens, moi continue, moi faire comme ça, et vous pas rien à dire, moi, parce qu'on va payer avec l'argent. Merci. C'est ça qui est l'autonomie. On donne, Moi, j'ai une on question donne à la poser. parole à monsieur Moi, j'ai une question Dalin. à poser. Aussi. Oui, vous Ouais. êtes. Pas Monsieur Dalin, mais au maire. Alors, il y a dans ce que vous dites le fait que qui a l'argent décide. C'est aussi simple que ça, hein, en fait. C'est ça. Notre budget de la CTM, il est de quel montant? Au niveau 1 milliard. Voilà, je crois qu'il faut dire aussi aux gens les choses. Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est d'1 milliard d'euros. 1,3 milliard à peu près. Ok? Bon, je pense qu'on a de l'argent. Non. Non, mais donc je finis. Je sais qu'il va falloir payer le RSA avec, etc., etc. mais C'est faut pas dire aussi ça. simple que ça. Mais il y a là. Enfin, Le RSA, c'est 600 millions. oui, Faut dire d'accord. ça. Et ben, il reste beaucoup quand même. Il reste à peu près 300 millions. C'est quoi votre question, alors je s'il vous finis. plaît? Non, mais je vais poser ma question. Donc je veux dire, c'est voilà, je vais poser la question. Elle a raison. C'est une très bonne question, elle a raison. Vas-y, continue. Mais je peux Elle a arrêter raison. si ça dérange. Elle a raison. Moi, je crois que l'information, c'est important pour les gens. Voilà. Bien sûr. Alors, on a une compétence au Continue. niveau de la CTM, c'est par exemple celle du transport, je crois, Oui, en Martinique. oui. C'est nous qui décidons. C'est nous qui voyons comment on va permettre à nos concitoyens de voyager sans avoir un coût important d'achat de voitures, hein, 3 voitures par foyer, avec Donc on a aussi nos compétences et nos responsabilités. Donc moi je veux dire qu'en fait, j'entends et je ne suis pas la dernière hein, à prôner une plus grande autonomie, une décentralisation accrue, en phase avec mon aire culturelle et mon aire économique aussi. Parce que moi, j'ai businessé avec... Il y a beaucoup de choses qui viennent, hein, c'est-à-dire l'octroi de mer, plein de choses, des échanges avec les autres îles, en termes de richesse économique mais humaine aussi, et de savoir, de connaissances. Voilà. Mais je crois qu'aussi, il faut vraiment re-questionner, nous aussi, notre responsabilité. Je vais donner un dernier chiffre. Avoir l'information, c'est le pouvoir. Voilà. Et l'information, il faut la donner à nos concitoyens. Hein. Il faut qu'ils aillent la chercher aussi. 37%, ben oui, mais il faut qu'ils aillent la tout chercher. le monde n'a pas les mêmes compétences. Moi, je ne sais pas, obligatoirement, je sais pas, remonter un marlin, tu vois, je sais pas. Ok, je sais aller chercher une information. Merci. Ou faire pousser des signaux. Je vais vous Donc, dire. je finis. On a 37% des Martiniquais et Guadeloupéens entre 18 ans et 60 ans qui sont hors de leur région de naissance. Nous sommes presque 40% à être hors de notre territoire. Ok. Ça nous pose ça nous pose obligatoirement des problèmes structurels et de fond. Est-ce qu'on peut être encore de quelque part, construire son pays quand la majorité de la population native de là, experte, se trouve dans une situation de devoir quitter le territoire? Voilà. Je vous pose la question, M. Franchil. C'est dans la continuité territoriale. Martial, il faudra refaire une réunion sur cette partie-là. Oui. Sur la dernière alors, partie. pour refaire... Non, attends. Il faut refaire quelque chose sur ça. Pourquoi? Parce qu'elle pose un sujet de fond sur la question de la diaspora. Et cette diaspora-là, c'est comment, et d'ailleurs tu l'as évoqué un peu, Jocelyn aussi, comment on fait en sorte que les éléments, et d'ailleurs monsieur sur la géothermie le pose, quels sont les projets de développement qui ont cette possibilité, cette capacité de faire en sorte que le pays se développe et crée de la richesse. Et quand on peut créer de la richesse, on peut faire revenir des gens sur le territoire, parce que cette richesse-là, c'est une richesse qui se vend et s'exporte. Par contre, vous pouvez avoir un territoire où il n'y a pas forcément une richesse dans son sous-sol,
mais qui a construit son développement sur des startups, qui a construit son développement sur du numérique et qui a construit son développement sur l'intelligence qui fonctionne dans le pays, des ingénieurs, des techniciens, des architectes, et que l'on peut vendre, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Les métiers de l'artisanat, en Martinique et en Guyane, par exemple, ils font des choses extraordinaires, mais qui ne sont pas toujours connues. Mais je reviens sur la question des deux institutions. Quand vous prenez une institution qui a 100 euros, vous prenez une autre qui a 100 euros, vous les additionnez en mettant les compétences les unes sur les autres, en disant voilà, c'est la même compétence, et vous avez la même institution, donc qui est devenue une, mais qui a 200 euros. D'accord ? Ça veut dire que vous avez additionné les recettes et les dépenses du Conseil général avec les recettes et les dépenses de la région. Vous n'avez rien créé de nouveau. Vous avez créé une institution qui a un pouvoir financier qui vous donne l'impression que c'est considérable. Mais en réalité, et vous l'avez dit, parce que vous le savez, je sais que vous le savez, quand vous abordez la question du RSA, parce que c'est important ce que vous dites, quand vous abordez la question du RSA et que la moitié du budget est bouffé par le RSA, mais ça, c'est pas lié à la CTM, c'est lié au Conseil général qui portait déjà. Et quand ce RSA payé pour le compte de l'État ne vous est pas remboursé à l'euro près, donc comment voulez-vous que les moyens... Vous savez combien l'État doit à la Martinique aujourd'hui sur le RSA? Environ 600 millions d'euros. Réclamés. Sans cesse. Le président Lise n'a eu de cesse de réclamer cette somme-là. Mais je veux finir sur une note positive. Par contre, ce qui est important, quelle capacité on peut avoir quand on a un budget d'1,3 milliard, 1,3 milliard, de pouvoir aller lever des fonds européens, mais avec quand même une épée de Damoclès sur la tête. L'épée de Damoclès, c'est qu'on va aller regarder quel est le résultat du niveau de richesse habitant par habitant de PO en PO. Et quand vous dépassez ce qu'on appelle le PIB, et qu'on constate que vous êtes un pays qui n'est plus un pays en voie de développement, mais un pays en développement ou un pays, entre guillemets, presque riche, les montants diminuent. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois, et c'est ce que Jocelyn dit, l'ingénierie, la capacité de mobiliser, je dirais, les efforts intellectuels pour éviter de ne pas pouvoir prendre tout l'argent à prendre, mais c'est un exercice considérable. Mais vous avez raison sur un certain nombre de choses. Martial, sur la question du retour au pays, moi je suis preneur de ce débat-là. Dans le prochain CAICAFET le 7 décembre en studio, bien sûr, et sur ces questions-là, retour des forces vives, et également sur la continuité territoriale et l'octroi de mer. Il y en aura des émissions dans ce sens. Martial, je veux juste dire un truc, et je le dis parce qu'il y a une communauté ici, c'est important. Non, quand je dis communauté, parce qu'il y a des choses que vous entendez tous les jours. On veut vous faire croire de plus en plus que l'octroi de mer, c'est ce qui constitue la vie chère. Il a fait ça, en tête toute nègre. Mais l'octroi de mer, c'est le seul petit pouvoir qui nous reste, entre guillemets, de donner la possibilité à un maire, quand il reçoit la recette. Non, faut pas dire ça. Mais c'est nous pas débattre. Je peux pas laisser dire ça. Non, vous allez pouvoir continuer autre chose. En dehors de l'émission, vous pouvez continuer l'entretien. Alors, on termine l'émission avec 25 minutes de retard. Mais je vous remercie. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît, au bar. Si vous avez des questions ou des propositions d'émission sur l'affiche, vous avez mes coordonnées. Martial Radio TV, également sur mon Facebook, Martial Radio TV, également sur YouTube. Vous avez la possibilité de laisser un message et je vous répondrai. Merci et à bientôt. Ça y participe.